C'est quoi un conflit biologique? Pendant une bonne partie de ma carrière, je n'ai pas su ce que c'était. C'est il y a peu d'années, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, grâce à quelqu'un d'autre que j'ai pu comprendre. Tout est biologique, mais pas comme on le pense. Alors, je vais prendre un peu de temps pour l'expliquer. Je sais que il y a Jean-Guillaume qui est derrière la caméra. Je vais quand même l'utiliser en ce moment, parce que je vais vous poser la question, mais je vais lui poser la question en même temps, parce qu'il va y participer en même temps que vous. Donc je vais m'adresser à lui en même temps à vous, et je vais lui poser la question, et vous poser la question. Je souhaiterais que, à vous-même ou mentalement, et toi Jean-Guillaume, tu me dises à haute voix, combien de sens avons-nous? 5 reconnus plus un sixième moins connu. Alors, ils me disent 5 reconnus et un sixième moins connu. On va parler de ceux qui sont reconnus scientifiquement et culturellement. Nous avons 5 sens. Je voudrais que vous là, chez vous, vous imaginez que vous êtes, que je suis chez vous, voilà, je suis chez vous, et je vous demande cela, et je vous demande de me montrer, je vous demande de me montrer, je te demande de me montrer tes 5 sens, Jean-Guillaume. Montrez-moi. Les yeux, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ok. Alors, il vient de me montrer correctement 4 sens. C'est assez rare parce que déjà montrer 4 correctement, c'est déjà assez rare. Il vient de le faire correctement. Il ne l'a pas fait tout de suite correctement, il s'est rectifié tout de suite à une seconde près. Est-ce que tu étais conscient de ça? Ok. Alors, je vais le montrer la plupart du temps, la plupart des personnes, quand je leur demande, ceux qui sont droitiers et gauchers, voilà ce qu'ils font. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, l'audition et le toucher. Tu te souviens de ce que tu as fait? J'ai commencé comme ça et Tu as commencé avec un doigt, et puis immédiatement, tu n'es plus correct. J'ai dit de montrer. Là, nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines. Là, s'ils ont fait que 2 doigts, ceux qui l'ont fait avec 2 doigts, ils vont aussi utiliser leurs 2 doigts pour montrer la bouche. Alors là, il n'y a qu'une seule bouche. L'autre orifice est là, il a l'opposé. Et puis le toucher. Donc, tu m'as montré les 4 correctement. Il y en a un que tu n'as pas montré correctement, c'est lequel? le toucher. Oui, tu m'as montré comment? Voilà, il a fait ça. Tu pourrais le faire mieux. Je pense que le toucher, c'est tout le corps, partout. Voilà. Il vient de le faire. En fait, c'est tout ça. Mais puisque les mains ont été utilisées pour montrer, on va continuer à montrer comme si c'était là. Non, non, le toucher, c'est le seul sens qui est partout. Les 4 autres sont ici dans la zone du pôle neurosensoriel, comme le disait Rudolf Steiner, on en avait un peu parlé tout à l'heure. Donc dans cette zone neurosensorielle, il y a 4 ouvertures sensorielles, 4 fenêtres pour laisser rentrer le monde et en prendre connaissance. Et puis nous avons un seul sens qui est partout. Ah, ça, on le sait, il est partout, et alors? Oui, mais c'est le sens le plus important, en fait. Alors je repose une question, en même temps je te la repose. Comment savez-vous, comment sais-tu que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, donc ici on a audiovisuel, dans notre société on l'utilise beaucoup, que tu as humé et tu as goûté, comment sais-tu, comment savez-vous que c'est agréable ou pas? Ce que tu as vu et entendu, on va dire. Par la mémoire de ce que j'ai déjà expérimenté. Donc il ne dit pas par les mémoires qu'il a déjà expérimenté, tout à fait, mais Par les réponses, c'est filtré en même temps. C'est-à-dire que si j'ai une douleur, là il m'explique, il est occupé à m'expliquer, donc moi ce que je souhaiterais que tu me donnes comme réponse c'est, mais comment toi tu le sais que ce que tu as vu et entendu est agréable ou pas pour toi? Concrètement, simplement. par l'immédiateté de la réponse, sensible, sensitive, qui est agréable ou désagréable. Tu la mets où? C'est quoi ça, sensitif, sensible? C'est quoi? C'est le cerveau là qui joue, qui filtre et qui trie, qui dit bon, pas bon. Ok. Mais toi, quelque chose d'agréable ou désagréable, est-ce que tu sens quelque chose dans ton cerveau? Non, c'est le plaisir. Comment tu sais que tu as du plaisir? C'est une vague de plaisir qui est cérébrale ou corporelle, c'est agréable. Ok. Alors je vais simplifier, donc je vais raccourcir ça.
On n'est pas habitué, effectivement, hein, donc, à utiliser ce sens-là, parce que ce sens qui est partout, c'est comme quelqu'un qui a toujours son chapeau sur la tête, ben il ne le sent plus. Vous avez une odeur chez vous, vous ne la sentez plus. Ce midi, j'étais dans une ville ici pas loin, avec mon épouse, on passe, il y a un étal, c'est un marché, il y avait des fromages, là. Le contraste entre des parfums qui avaient un peu plus loin et tout d'un coup, le contraste avec les odeurs des fromages, bon temps, comment est-ce qu'ils peuvent, ces 4 personnes-là, supporter ça, que c'était fort avec la chaleur du soleil. Ils ne le sentent plus. Ils sont tellement dedans habitués, ben notre sens qui est partout, on utilise tout le temps qu'on n'y fait plus référence, sauf quand il nous dérange ou il nous rappelle à lui. C'est un sens qu'on n'utilise pratiquement pas, alors que c'est le seul sens, en réalité, qui nous permet de savoir si ce qu'on a vu, entendu, humé ou goûté est agréable ou pas, est plaisant ou pas. C'est par les sensations de ce sens-là. En fait, toute notre vie n'est qu'une sensation, pas kinesthésique comme je l'ai appelé dans le passé, parce que kinesthésique c'est déjà connu comme terme dans certaines autres approches. J'ai cherché un autre mot pour voir s'il y en avait un, ou quitte en a inventé un autre. J'en ai trouvé un qui existait en médecine, c'est le sens synesthésique. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le toucher que l'on rencontre quand on touche avec la peau des éléments extérieurs, c'est aussi un sens qui est interne, le sens synesthésique. Ce n'est pas kinesthésique comme le toucher, comme celui que tu as montré avec tes doigts. Donc, en réalité, une émotion, je vais le dire encore comme ça, même si ça va brusquer, hein, mais je le fais exprès, parce que ça m'a aussi brusqué, ça m'a choqué. Une émotion, ça n'existe pas. Les émotions, ça n'existe pas. Or, vous tous, comme moi je l'ai fait à l'époque, vous pourriez me prouver que les émotions existent. On a tous des émotions. Oui. Est-ce qu'un petit bébé, il est dans son landau, il est bien tranquille, il s'assoupit, il vient de boire son lait. Et voilà, tout d'un coup, il y a un courant d'air et une porte qui claque. Bam! Il sursaute et il pleure. Qu'est-ce qui va se passer? Les parents, si on leur demande, oh, la porte, il a eu peur. Il a eu peur. Pas du tout. Il n'a pas eu peur. C'est nous qui interprétons ça comme ça. Ce son est rentré. Enfin, c'est pas un son qui est rentré, mais bon, là, il faudra à ce moment expliquer que c'est des fréquences qui sont traduites, mais c'est trop compliqué. On va encore utiliser ça comme si c'était un son, parce qu'il n'y a pas de son à l'extérieur. Moi, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Hein. C'est des fréquences que les aimants de l'oreille digèrent, décodent, et on va dans une zone du cerveau qui c'est là, et tu entends ma voix actuellement qui est créée dans ton cerveau. Tu ne sais pas entendre ma voix à l'extérieur, parce qu'elle n'existe pas. Même le lion renard qu'on voit ici, et les couleurs, ça n'existe pas. Tout ça n'est que de fréquences que nos sens laissent rentrer comme des paraboles, et tout ça est transformé électrochimiquement et envoyé dans des zones de cerveau qui, comme un téléviseur, est capable de transformer les fréquences invisibles captées par l'antenne, la parabole, en son et en image. Pour l'instant, vous me créez actuellement, et tout ce que vous voyez de moi, tout ce que vous entendez, ben, c'est une création qui se trouve dans votre téléviseur cerveau. Il n'y a que des fréquences ici. On est invisible, en fait. Mais je sais que c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, alors les autres sens, ben, c'est la même chose. Et cette table, ben oui, elle n'existe pas comme on l'aperçoit, mais c'est déjà plus difficile à admettre. Vous comprendrez ça un peu plus tard, quand on va mettre les odeurs dans les téléviseurs. C'est en cours, hein, on est occupé à faire des recherches là-dessus. Parce que toutes les fréquences, eh ben, l'odeur est aussi une fréquence. Et on peut imiter cette fréquence et la diffuser. Et heureusement qu'on a inventé les télécommandes. Parce que là, c'est comme avec le fromage tout à l'heure. Là, il faut aller vite parce que les odeurs agissent sur nos cerveaux quand même plus anciens et là, les réactions sont fortes. Hein, à ce moment-là, beaucoup plus fortes que l'audiovisuel. Hein. Là, on ne peut pas se contrôler. Là c'est puissant. Et on pourra faire beaucoup de choses avec les odeurs. Et manipuler beaucoup les gens avec ça. Ça commence déjà dans les magasins. J'en profite pour le dire. Attention,
Dans le marketing, dans les magasins, on utilise les odeurs parce qu'on sait que certaines odeurs vont favoriser certains types de contrôle sur l'acheteur. Eh oui, on n'était pas là pour parler de ça, mais bon, c'est mon petit intermède, non pas de pub, mais voilà, d'informations autres, pour aller dans une autre partie du cerveau et pas être trop sérieux. Alors, le conflit biologique, ben oui, puisque les émotions, en fait, ce sont des sensations que nous avons dans notre corps, parce que tout ce que nous voyons, entendons, humons et goûtons, nous ne pouvons savoir si c'est agréable ou pas que grâce à ce révélateur qu'est notre sens synesthésique, et le cerveau, on en a besoin aussi pour avoir cette information, hein, mais c'est le corps qui le donne, et donc et crée ces sensations. Donc, tout est sensation, en fait. Notre vie n'est que sensation. Je fais un petit silence, là. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais que toute notre vie n'est que sensation synesthésique, ne vient que de cette partie simple du corps, la partie la plus primitive, et pas de toutes nos parties très complexes, ou cérébrales, ou intellectuelles, ou même imaginaires. Tout ça existe, mais sans ce sens synesthésique qui révèle ce que nous vivons, donc l'impact que ça a sur nous, la rencontre que ça a sur nous. Il faut qu'il y ait une rencontre. Là, si je ferme les yeux, je ne te vois plus, les fréquences ne rentrent plus, je ne sais plus te créer. Par contre, comme je suis un être humain, je peux t'imaginer, et donc je crée maintenant l'image moi-même, et mon cerveau ne sait pas faire la distinction entre le réel et l'irréel, parce que lui, il est capable de transformer les fréquences du monde extérieur en images, tout comme les fréquences que j'ai créées maintenant, il est capable de susciter les mêmes images. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on peut saliver quand on imagine un citron, et on peut, mais je ne signalerai plus maintenant, vous avez compris, l'organe que je regarde à l'instant qui peut réagir lorsqu'on imagine certaines scènes. C'est donc biologique. Même s'il y a des émotions, même s'il y a des pensées, même s'il y a des fantasmes, même s'il y a l'imaginaire qui amplifie les événements, tant que le corps n'est pas brutalement agressé par une intrusion, et je redis, brutale, dramatique, et j'y reviendrai maintenant à ceci, imprévisible, non pas vécu dans l'isolement. Je vais reprendre plutôt un terme d'un biologiste français. Là, on est de nouveau dans la biologie, et c'est un biologiste français qui a fait cette découverte. Malheureusement, en faisant l'expérience avec des animaux, dans le laboratoire de vivisection, dans une cage à expérimentation, il a démontré que l'inhibition de l'action, donc être dans une situation où on est en inhibition d'action, créait des dommages dans l'organisme. Et il l'a démontré avec des rats. Donc je ne vais pas, il suffirait que vous alliez voir sur Internet Henri Laborit, cage à expérimentation avec des rats, l'inhibition de l'action. Et donc je reviens à la définition de Dr Hammer, un conflit dramatique, brutal, imprévisible, vécu en inhibition d'action. Mais, encore une fois, cette définition n'est pas tout à fait correcte, parce qu'elle laisse supposer, comme dans l'expérience d'Henri Laborit, que l'individu a été incapable de réagir. Comme il aurait été, dans le premier exemple, l'isolement, était incapable de communiquer, il était dans le déni, il s'est caché, il n'a pas osé, il veut perturber personne, il veut tout garder pour lui, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Maintenant, on pourrait penser que la personne n'a pas pu agir, ou a été empêchée d'agir, ou elle s'est empêchée d'agir. Et non, c'est encore une réflexion intellectuelle, ça n'a rien à voir avec un conflit biologique simple. Quand un événement est dramatique, brutal, y arrive, et c'est là toute la nuance, d'une manière inattendue, imprévisible, vous êtes seul au monde là. À cet instant de l'impact, il n'y a aucune solution possible. Vous êtes pris à l'imprévu. On est dans cette fameuse coupe du football là. Il va y avoir par moment des pénaltys. Et vous voyez, il se prépare. Et puis à un moment donné, il y a le shot. Et vous voyez que l'individu, il saute par là, et il voit le ballon aller par là. Ça, c'est imprévisible.
Il était persuadé en fonction du mouvement que le ballon allait chuter de ce côté-là. Il faut aller rapide, parce que sinon, si on n'est pas assez rapide, ben, on ne peut pas rattraper le ballon. Donc il faut un peu le préméditer à l'avance. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Rien. À cet instant-là, vous êtes fini là. Vous êtes vulnérable, vous êtes cuit. Il n'y a pas de solution possible. Ça veut dire que l'ennemi ait réussi à rentrer dans votre château fort, au centre de votre château fort. Le psychique n'a rien vu venir, votre imaginaire n'a rien vu venir, votre âme n'a rien vu venir, votre intuition n'a rien vu venir. Parce que si vous avez cette pathologie, c'est parce que justement ça a été dramatique et imprévisible. Des milliers de cas l'ont démontré. Donc ce n'est pas un manque de solution, c'est que l'instant même, par cet instant imprévisible, automatiquement, il n'y a pas de possibilité de solution parce que l'ennemi est rentré au cœur du château et vous n'avez rien pu empêcher. Donc vous ne pouvez même plus empêcher l'entrée. L'ennemi il est déjà arrivé, il vous a déjà touché. Donc dès qu'il y a cet instant-là, et c'est même pas une seconde, c'est un instant, hein, dès que cet événement, le pic, vous touche, et pour qu'il vous touche, il faut qu'il y ait quelque chose à toucher. Car le même événement, et je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont des drames et ils ne font pas des pathologies cancéreuses ni des maladies. Donc qu'est-ce qui fait que un drame crée un cancer chez l'un et chez l'autre pas? Je vais prendre l'exemple du citron. Parce que là, je suppose que tout le monde peut le comprendre facilement. Tout le monde est maintenant persuadé que si n'importe quel individu sur Terre, on lui propose l'expérience d'imaginer le citron, ben, tout organisme va saliver si la personne le fait automatiquement. Hein. Je ne dois pas faire un effort, regarde, j'en ai plein. Pourtant, je n'ai même pas imaginé le citron. Hein. Mon cerveau, il sait déjà que chaque fois que je vais en parler, depuis des années, il salive. Il ne s'arrête pas. J'ai voulu dire, écoute, maintenant, c'est plus nécessaire. Hein. Moi, j'ai plus besoin de cette expérience-là. Hein. Ah non, la biologie, elle, c'est des lois réflexes. C'est des connexions neurologiques qui fonctionnent. Citron, salivation, regardez, paf, c'est reparti. J'ai encore une bonne salivée en bouche. Alors, je ne sais pas si ça se dit. Toujours est-il qu'à un moment donné, avec ce citron, eh bien, il est possible que quelqu'un ne salive pas en imaginant le citron. Alors on pourrait me dire, mais c'est parce que la personne ne sait pas visualiser. Non, 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 elle sait visualiser. Je peux même lui montrer un citron en caméra, même juteux. Tout le monde va saliver, mais cette personne ne salive pas. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne, son organisme, n'a jamais rencontré l'expérience du citron. L'organisme n'a jamais encore goûté le citron et ne sait pas que cette réaction de cette substance fait prédigérer déjà cette acidité, ben, l'organisme crée une salivation pour déjà prédigérer cet excès d'acidité. Donc quelqu'un qui n'aurait pas jamais expérimenté un citron, j'aurais beau lui demander de visualiser, d'imaginer un citron, même avec des films en 4D aujourd'hui en grande précision, il ne va jamais saliver. Il faut qu'il y ait une première expérience vécue, sinon il n'y a pas de réaction possible. Là je parle pas tout seul, on est en relation. Je peux parler tout seul avec moi-même, mais je parle quand même avec moi-même, avec quelqu'un, il y a une relation quand même. Donc, entrer en relation, pour être touché par un conflit qui me percute et qui me crée une pathologie, il faut que cet endroit existe et que j'y sois sensible. Alors, puisque je vais profiter de toi, Jean-Guillaume, et de cette vidéo pour dire des choses que généralement on ne dit pas et que je n'ai pas toujours l'occasion de le dire, pour corriger certaines choses dans ce milieu. Ce que je vais dire, c'est que ce que je présente aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer ou accuser ou culpabiliser d'autres auteurs ou d'autres praticiens ou formateurs. Non, j'ai fait les mêmes erreurs. Je dis erreur, je ne devrais même pas dire erreur. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dont je n'ai pas tenu compte. J'ai tellement accaparé par certaines découvertes et certaines pratiques et certains résultats que je n'ai pas assez pris de recul pour observer d'autres zones
qui était aussi intéressante, mais que je n'ai pas perçue. Tout comme ici, beaucoup de personnes n'ont pas compris c'était quoi un conflit biologique. En fait, c'est tout ça. Tous les conflits, toutes les émotions sont biologiques. La seule différence ici, c'est que la personne est prise à l'imprévu. Alors, je vais te poser en même temps une question. Et je vais en même temps vous poser, surtout les personnes qui connaissent déjà un peu la médecine nouvelle, comme on l'appelle, ou le décodage biologique, ou la biologie totale, c'est tout des noms qui ont été donnés par des personnes qui ont vérifié les travaux du Dr Hammer et qui ont décidé de l'appeler autrement. Hammer, c'est la médecine nouvelle, et puis il a appelé cela médecine nouvelle germanique. Voilà. Il a voulu absolument ajouter c'est germanique. Bon, ben c'est ainsi, chacun décide de mettre un nom, une étiquette, un logo sur sa naissance, sa création. Là, ce que je souhaiterais aborder, au niveau de fameux conflits, je voudrais aborder ça parce que je viens de parler qu'il faut qu'il y ait un conflit initial, et on parle souvent aujourd'hui qu'il y a un conflit programmant, on appelle ça un conflit programmant. La première fois que j'ai vécu l'expérience du citron, donc ça a été enregistré, comme dans un ordinateur, il y a des pré-programmes. Bon, ben là, ils sont préenregistrés. Donc j'ai préenregistré l'expérience avec un citron. Chaque fois que je vais appuyer sur l'élément qui est en correspondance avec ce pré-programme, ben, il va s'activer. Chaque fois que je vais mettre la fréquence du citron, je vais saliver. C'est comme un diapason, c'est la même fréquence, donc chaque fois que je vais imaginer un citron, ben mon cerveau directement va me faire saliver. Donc, je suppose que c'est assez clair. On a appelé le conflit programmant. Et puis, un conflit déclenchant qui active le programme qui est dans l'ordinateur. Tant que je ne touche pas ce programme, il est là, mais il ne sert à rien. Il ne se révèle pas. Si par hasard, je ne connais pas ce programme, mais j'utilise des touches par hasard, des combinaisons de touches qu'on appelle, ça m'est déjà arrivé, tout à coup, je vois un programme apparaître, je ne sais même pas qu'il était dans l'appareil, qui avait été préinstallé par le fabricant. C'est quoi ce programme? J'ai jamais utilisé ça, moi. C'est quoi ça? Ben non, j'ai utilisé une combinaison de touches qui a mis en évidence ce programme. Je ne savais même pas qu'il existait. Il s'est révélé. Donc, pas besoin de savoir cela. Dès que vous vivez la combinaison de touches, qui est un programme spécifique, conflit brutal, dramatique, imprévisible, en inhibition d'action, dans un secteur où vous êtes sensible, et donc je vais venir à ma question, je vais prendre deux femmes, je vais un peu développer comment elles fonctionnent, et je vais te poser la question, et je vais vous poser la question, quelle est la femme qui a le plus de chances, du moins si vous admettez que les pathologies cancéreuses peuvent être développées par un conflit, quelle est la femme qui est la plus à même de développer un cancer du sein? Donc une maman, elle conduit son enfant à l'école, mais c'est une maman, on appelle ça une maman poule, elle s'inquiète toujours pour son enfant, fais attention à ne pas avoir froid, fais attention à ne pas avoir trop chaud, mange pas trop vite. Et à l'école, elle conduit son enfant en voiture, elle fait attention, elle lui dit fais attention quand tu traverses, elle a vu un petit copain de son fils qui est là au coin de la rue et qui t'occupait à fumer une cigarette en cachette. Écoute, tu vas pas fumer, non, non. Oui, mais fais attention, les copains, parfois, tu sais, il influence, même si tu veux pas. Tu me diras si t'arrive quelque chose. Sans arrêt, elle s'inquiète pour son enfant de tout ce qui pourrait arriver. Elle ne veut pas que son enfant souffre et qu'il vive des situations désagréables. Et une autre maman, elle a aussi, elle accompagne son enfant à l'école parce qu'elle est sur la route pour son travail. Sinon, il serait débrouillé pour aller. Hein. Elle ouvre la porte, son enfant, elle ne regarde même pas s'il traverse, il lui fait un petit coucou, elle lui a dit au revoir, elle prend sa voiture et elle s'en va. Et chez elle, elle ne s'intéresse pas à tout ce que son enfant fait, elle ne surveille pas pour voir s'il fait les choses correctement, elle lui laisse beaucoup de liberté. Quelle est, parmi ces deux femmes, celle qui risquerait de vivre un conflit dramatique pour un enfant, si elles sont toutes les deux droitières, qui pourrait provoquer un cancer du sein gauche? La deuxième. La deuxième. Donc, quand tu dis la deuxième, celle qui... Celle qui donne beaucoup de liberté. Qui donne beaucoup de liberté. Et vous autres, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, là? Cette personne n'est pas stressée du tout, elle ne s'inquiète pas pour son enfant. Pourquoi est-ce qu'elle se ferait un cancer du sein? Alors que l'autre, elle est tout le temps occupée à s'inquiéter,
et elle vit des stress tout le temps. Ben, c'est vrai qu'on aurait tendance à répondre, ben, la première, évidemment. Ben, toi, tu l'as bien compris, mais c'est assez rare de me répondre ça. Parce que je donne cours dans une école où ces élèves connaissent le décodage biologique sous les doigts de la main. Ils sont praticiens depuis des années. Je leur ai posé cette question il y a quelques jours, j'étais en Espagne. J'en revenais pas. Ils m'ont dit la première. J'ai dit, vous êtes sûr de ça? Quelques individus ont été un peu surpris par ma réaction. Du coup, regardez les autres. Hein. Ah oui, c'est la première, oui. Et toi ben, j'hésite maintenant. Il y en a 3 qui ont hésité. Et une seule a dit, ben, ta façon de réagir laisse supposer que il aurait fallu répondre 2. Alors, oui, mais bon, d'accord, mais ça... Effectivement. Comment voulez-vous que cette personne qui fait un conflit dramatique imprévisible, elle ne sait pas être prise de manière imprévisible. Elle va se stresser, elle n'est pas bien. Ah oui, tous ces jours, elle n'est pas bien. Mais elle ne va pas se créer un cancer du sein, elle. Par contre, l'autre maman, elle, qui n'est pas stressée du tout, qui ne s'attend pas du tout qu'il pourrait avoir un drame pour son enfant. Le jour où ça arrive, alors là, le monde s'écroule. Ça, c'était pas prévu du tout. Là, c'est vraiment le fameux DHS. Brutal, dramatique, imprévisible, sans solution. Rien pu faire. Même pas imaginer que ça aurait pu arriver. Ce type de drame-là. Pas une seule seconde. Enfin, peut-être 1 ou 2 fois en parlant. Mais pour elle, c'était pas concevable que ça arrivera. Ou ça arriverait. Ben là, lorsque quelqu'un est touché comme ça, si, et encore une fois, je dis bien si, parce que toutes les femmes qui sont cette deuxième personne, je dis attention, vous mesdames qui écoutez, si vous êtes une femme qui ne s'inquiète pas pour son enfant, vous pouvez vous dire « Ah bon, merde! Moi je pensais que, du coup, comme j'étais zen, que je pourrais pas avoir de cancer du sein. Maintenant, tout d'un coup, bam! Je découvre que, ah, c'est moi, tout d'un coup, qui suis ciblé. » Non. À nouveau, si, dans votre passé, dans votre histoire, il y a bien un événement qui était présent, qui était inconscient, dont on n'était pas consciente. Quand on est conscient, je vais prendre l'exemple que j'expliquais hier midi à quelqu'un. Quand tu te chatouilles, quelqu'un qui est fort chatouillé, quand on chatouille, même quand on lui dit qu'on s'approche, ah non, fais pas ça. J'ai dit, quand tu te chatouilles, toi, ça te fait cet effet-là? Ah non. Ah non, ça me fait pas cet effet-là. Ben oui, parce que c'est toi qui vas te le faire. Tu ne vas pas être surprise. Tandis que c'est quelqu'un qui va le faire. Hein, tu ne sais pas comment ça va se passer, donc tu stresses déjà. Donc, à soi-même, c'est difficile. Donc, voilà. Imprévisible, il faut vraiment qu'on soit surpris. Et qu'on a... Je veux dire, être vaincu, c'est même pas ça. C'est rentré dans le château et c'est trop tard. C'est fait, l'ennemi est rentré, on ne sait plus rien y faire, il est là. Et cet événement qui est arrivé est tellement intolérable, tellement vif, à cause de... Je vais prendre un autre exemple. Si maintenant tu t'approches de moi et je vois que tu as l'air agressif, ben je peux par exemple me crisper pour que le choc du coup ne soit pas aussi brutal. C'est vrai, on a tendance à se faire ça. Un enfant qui va être frappé, j'allais dire par un professeur, mais c'est parce qu'il est professeur. non, on fait plus ça. Mais moi, j'ai connu ça. Une époque où même le frotteur ou la règle, vous la receviez, si vous n'étiez pas attentif. J'en veux pas à ces professeurs-là. Ils faisaient ce que les autres faisaient et tout le monde se répétait sans se poser de questions. Donc, si maintenant quelqu'un arrive et que je ne l'ai pas vu venir et qu'il va m'agresser, je ne suis pas en défense, le choc que je vais avoir va me surprendre et va me faire beaucoup plus mal. Peut-être pas physiquement, mais parce que j'ai été vulnérable. J'ai pas été capable de voir venir. J'ai même pas perçu que l'autre allait être méchant. Je vais m'en vouloir moi, pas vraiment à l'autre, parce que j'aurais dû faire attention, quoi. J'aurais dû être attentif. Je suis victime parce que j'ai pas été assez attentif et j'étais dans les nuages où je pensais à autre chose. Si j'avais été attentif, j'aurais vu et j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu réagir.
Voilà l'inhibition d'action quand vous êtes dans un conflit comme ça. Vous n'avez pas, c'est trop tard, l'autre vous a chatouillé, l'autre vous a touché. Revenir en arrière par la suite, dans votre psychologie, c'est possible. Entrer dans ce qu'on appelle le déni, ça, tous les êtres humains le font. Ça n'empêche pas que le choc, le fameux choc, a été marqué dans le cerveau et la pathologie a déjà commencé. Même si la psychologie corrige là, ben, l'organisme il va réagir au choc que le corps a ressenti, et le choc est dans le corps, et c'est le corps qui va maintenant trouver une solution pour lui-même, et il va, ben, et là, c'est grâce au docteur Hammer que nous savons ça, bien qu'au niveau de notre histoire, c'est connu, c'est que, et je fais à nouveau un petit silence là, pour en parler, c'est que ce médecin va apporter et a apporté de grandes révolutions dans notre façon de voir les maladies et voir la vie. Les pathologies cancéreuses, ce ne sont pas des cellules folles, anarchiques, qui se propagent comme ça, comme par hasard, dans l'organisme. Selon Hammer, pas du tout. Ces pathologies, ces réactions corporelles ont une intention très précise. Alors, je pourrais parler dans les détails, parce que là, ce serait complexe à expliquer, mais simplement savoir que, on va prendre l'exemple que le docteur Hammer donnait, et que nous-mêmes, en tant que conférenciers et formateurs, on donne souvent pour le comprendre, pour pouvoir le relier à l'histoire de l'évolution. Les premiers poissons, nous sommes nés dans l'eau. Nous sommes nés dans l'eau. Toi et moi, nous étions dans l'aquarium de maman. Dans son ventre, nous baignions dans l'eau. Au départ de la vie, la vie est née dans l'eau, nous étions dans l'eau, tous des micro-organismes, et puis un jour, ces organismes vivants, un peu plus élaborés que des micro-organismes, se sont retrouvés sur la terre ferme, et sur la terre ferme, ne connaissant pas cet événement, et étant propulsés de manière brutale, dramatique et imprévisible, ils se sont retrouvés dans un environnement inconnu, ben, ils étaient menacés de mort, parce que sur la terre ferme, il n'y a pas de liquide, et ces poissons allaient mourir. Et ils mouraient s'ils ne retournaient pas dans l'eau. Selon Hammer, il y a eu quelques espèces qui ont réussi à survivre un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps pour pouvoir revenir dans l'eau, donc profiter de cette rémission de temps, de gain de vie, pour revenir dans l'eau, dans leur aquarium. Et tous les prototypes que la nature a utilisés pour essayer de faire survivre ce petit poisson, on va l'appeler comme ça, c'est l'ancêtre des poissons, ces petits poissons ont essayé certainement plein de prototypes comme un inventeur qui essaie d'inventer un appareil, mais au début c'est pas fonctionnel, ces prototypes ne servent à rien, il faut les améliorer. Eh bien, il y a tous les prototypes qui ont échoué, on ne les connaît pas. On ne connaît aujourd'hui que les prototypes qui ont réussi. Pour survivre, pour que le poisson arrive à s'adapter un instant, eh bien, ce poisson qui est désorienté, il ne sait plus où il est, il ne sait pas comment faire, parce que tout ça est inconnu, il vit un énorme stress. Et en plus, s'il perd son eau, le peu d'eau qu'il a à l'intérieur de lui, quand on est stressé, ben malheureusement, on a tendance à éliminer son eau. Hein. Ceux qui connaissent la médecine chinoise ben, connaissent ça. Eh bien, ces organismes, non pas par leur intelligence, par répétition de plusieurs solutions, il y en a une qui va fonctionner. Ils ont réussi à créer une prolifération cellulaire, non pas anarchique, une prolifération cellulaire rapide, donc prolifération de cellules cancéreuses, on l'appellerait aujourd'hui, pour créer un bouchon, pour empêcher l'eau d'être éliminée, donc en bloquant au niveau du collecteur d'urine l'élimination de l'eau, pour que le poisson puisse garder son eau et avoir un temps de vie, un gain de vie pour retourner dans l'eau. Donc, aujourd'hui, toute personne qui va vivre le même conflit, animal ou humain qui va vivre le même conflit que notre ancêtre poisson il y a des milliards d'années, ben, va développer un hypernéphrome, donc un cancer du rein. Comme le premier poisson. Comme ces premiers poissons. Lorsque ces premiers poissons, après avoir survécu et retourné dans l'eau grâce à ce petit bouchon qui a empêché l'élimination de l'eau, quand ils retournent dans l'eau, ben, la nature élimine cette prolifération de cellules qui devient inutile, et leurs poissons retournent encore comme les autres poissons. Par contre, s'ils retournent à nouveau par mégarde hors de l'eau, l'organisme va à nouveau immédiatement recréer
le bouchon pour empêcher l'élimination de l'eau, mais que s'il retourne à nouveau pour survivre dans l'eau, là, par écologie et par manque de gaspillage d'énergie, enfin la nature n'aime pas gaspiller son énergie, eh bien là, elle ne va pas enlever complètement tout le bouchon, parce que s'il fallait le refaire encore une seconde fois, ben, elle va garder une partie de cette tumeur, elle va résorber un petit peu cette tumeur, mais une partie de la tumeur va subsister. Et ce poisson va survivre avec que cette masse. Il ne va pas en mourir. Alors je sais que ce que je dis est bouleversant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le discours que nous entendons, mais c'est celui que le docteur Hammer a commencé à annoncer il y a plus de 30 ans. Ce livre, Cancer prévisé, il a plus de 30 ans maintenant. C'était un peu avant que j'ai rencontré Hammer, avant d'écrire. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui ont vérifié, tous les médecins qui ont vérifié les protocoles, ont rencontré des patients, ont regardé les scanners, ont prouvé à 100% et ont signé les protocoles que ce que Hammer a découvert, cette triade, elle est scientifiquement reproductible et vérifiable à 100%. Mais, il y a un mais. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit un diagnostic de pathologie cancéreuse, de cancer, le poisson, quand on lui dit qu'il a un cancer, ben, il n'entend même pas, il ne comprend rien de ça. Il ne panique pas. Il ne s'inquiète pas pour ça. Il est dans l'eau, il est bien, il vit sa vie. Si on lui dit, imaginez qu'il y a eu un cancérologue poisson à l'époque qui connaissait l'anatomie des poissons, qui les a vus passer dans son cabinet, et qui voit celui-là qui passe là. Tous les ans, il passe son contrôle. Ah, attends un peu, toi. T'as un truc bizarre à ton rein là. C'est pas normal, ça, on va enlever ça. Hein. Alors, on va l'enlever à ce poisson, c'est pas très grave. Mais pour l'être humain, malheureusement, qui lui interprète les événements, non pas comme le poisson qui n'entend rien du tout, à ce que lui dit le cancérologue poisson, mais le conflit, on appelle ça le conflit diagnostique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cancer, c'est pas un rhume. Un cancer de larynx, c'est pas une laryngite. C'est considéré comme quelque chose de mortel et de grave. Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas grave d'avoir un cancer, je ne dirais pas comme Dr Hammer qui disait que les cancers, c'est pas plus grave qu'un rhume, ça, je ne suis pas d'accord du tout. Les conflits qui sont vécus, c'est des conflits dramatiques, et ce que l'organisme fait, ben, il le fait en urgence parce que c'est dramatique. Donc il crée une prolifération cellulaire, comme un pompier qui fait du bruit, ou une armée qui fait des dégâts, ou même des dégâts collatéraux, ben, c'est sûr que c'est dramatique. Mais ça a une intention positive d'aider ou d'avertir. Ben, notre organisme, là aussi, montre qu'il y a quelque chose de dramatique, qu'il y a une réduction de masse, ou une augmentation de masse, ou un blocage d'un système, ou une aggravation du système. C'est vrai que c'est dramatique. Ça peut faire peur, ça fait souvent peur. Mais voilà, malheureusement, c'est qu'une fois qu'on était, je reprends l'exemple du château, dès que le choc, fameux DHS, ce qu'on appelle le biochoc aujourd'hui, est rentré dans le château, dans l'organisme, a touché le corps et le cerveau, tout de suite, il va développer une solution. J'ai un conflit du poisson, je fais un cancer du collecteur du rein. J'ai un conflit avec un drame pour mon enfant, je me fais un cancer du sein. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il veut améliorer mon sein pour nourrir mon enfant, parce qu'il y a un drame pour l'enfant. Notre cerveau biologique, le drame pour l'enfant, c'est l'alimenter et permettre la reproduction de l'être humain. Donc j'ai besoin d'alimenter mon enfant, le nourrir, et donc mon organisme va modifier mon sein pour l'améliorer dans l'espoir de nourrir mon enfant qui est via un drame, pour ne pas qu'il meure. C'est idiot. C'est idiot, mais toute une évolution vient de cette idiotie. Tous nos organes aujourd'hui, tous aujourd'hui ont été des cancers à l'origine. Les cellules embryonnaires et les cellules cancéreuses sont identiques. Il y a une seule différence, c'est qu'une cellule embryonnaire, elle connaît sa rupture de surface, donc elle s'arrête de proliférer à un certain moment donné, tandis qu'une cellule cancéreuse, elle ne s'arrête pas. Elle continue à proliférer. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est anarchique. Elle n'est pas anarchique puisque cette tumeur a un système vasculaire, un système neurologique. C'est très complexe, ces systèmes-là. Donc, si c'était anarchique,
ce système anarchique ne serait pas capable de créer quelque chose de si complexe qu'une vascularisation et un système. C'est pas possible. C'est comme si je prends ici, je fais un organe avec des cellules anarchiques et je dessine un système musculaire et un système neurologique. C'est devenu tardivement, c'est plus complexe. Je fais un puzzle, je balance le puzzle en l'air, toutes les cellules tombent n'importe où, sauf les cellules du système neurologique et vasculaire. Là, ça reste à sa place. Non, si tout est anarchique, c'est anarchique là aussi. Ça ne peut pas être aussi complexe et aussi. Non, cet organe qui a été créé, ce nouveau prototype, est alimenté par l'organisme parce qu'il a une nécessité. Et cette nécessité, elle est liée à l'évolution des espèces il y a très longtemps. Chaque fois qu'on a vécu, une espèce a vécu un drame et qu'il n'y a pas de solution, ce qu'on appelle l'adaptation, le cerveau, l'organisme va essayer de s'adapter, à inventer des prototypes pour s'adapter. Tous nos organes sont en fait issus d'une adaptation liée à un événement brutal, dramatique, imprévisible que nos espèces avant nous ont vécu. Et nos organes viennent de là. À un moment donné, ils sont devenus fonctionnels, comme un prototype d'un individu qui n'était pas fonctionnel. À un moment donné, il devient fonctionnel, et nos organes aujourd'hui sont fonctionnels. Mais quand nous revivons un conflit dramatique imprévisible sans solution, et que ça touche notre corps, notre cerveau biologique, lui, c'est comme si à nouveau, il était au début de l'évolution, il faut à nouveau améliorer pour s'adapter à la circonstance. Oui, mais il y a une grande différence. C'est qu'à l'époque, les événements étaient réels dans la survie. Aujourd'hui, la plupart des gens ne vivent plus des événements réels. Ils sont effectivement psychologiques et émotionnels. Donc, puisque c'est comme le citons tout à l'heure, ce qu'on imagine agit sur notre corps. Quelle est la différence? En fait, il n'y en a pas. C'est que ce soit réel ou irréel, une fois que ça touche mon corps, c'est quand même mon corps qui va s'occuper de ce ressenti, de ce qu'il vit. Et donc, il ne peut utiliser que ses programmes à lui. Et donc, dans son disque dur, il est marqué que s'il y a un conflit avec les collecteurs d'urine, c'est parce qu'il y a eu une perte de repères, et ça touche un endroit du cerveau qui est en relation avec ces collecteurs d'urine. Donc cette triade se vérifie, et donc c'est pour ça que tous ceux qui ont vérifié les travaux Hammer reconnaissent que la découverte de Hammer, elle est fondée scientifiquement, et on peut la démontrer, mais faut-il encore avoir envie de le vérifier? C'est ce qui est difficile encore tellement pour beaucoup de chercheurs qui n'admettent pas tout ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire est dangereux, devrait être interdit. Ça fait croire n'importe quoi aux individus, alors que ces maladies sont très dangereuses. Donc oui, il y a des gens qui meurent du cancer. Oui, c'est grave d'avoir une pathologie cancéreuse. Oui, c'est grave d'avoir des dégâts, comme on a vu ces derniers temps avec des inondations. Il y a des gens qui sont morts. C'est des phénomènes naturels. Nous vivons aussi nous-mêmes des phénomènes naturels dans notre corps. Le corps est bouleversé par des cataclysmes, par des inondations, par des drames qui le touchent. Il essaie de s'adapter au mieux, il essaie, et dans certains cas, il y a quand même des aggravations, des dégâts, malheureusement, qui ne sont pas voulus, mais qui existent quand même. Donc, tant que l'individu n'a pas solutionné son conflit, effectivement, dans certains cas, si c'est une masse qui prolifère, dans la phase active du conflit, il faut résoudre le conflit pour arrêter la propagation, parce que le cerveau, il reçoit l'information et le corps, le conflit n'étant pas solutionné, il faut améliorer encore l'organe, il faut encore ajouter de la masse, ou bien creuser, enlever de la masse, parce que l'organisme ne réfléchit pas, lui, il ressent que l'individu est toujours dans ce drame. Quelqu'un qui va vivre un conflit de perte de repères, ou un conflit avec un liquide, aujourd'hui, dramatique, imprévisible, sans solution, risque de développer un cancer du collecteur d'urine si dans son histoire il y a eu un programmant, pas uniquement dans son histoire personnelle, ce conflit programmant peut se trouver dans les conflits vécus par les parents, donc de ce qu'on appelle la généalogie. Donc on peut remonter, on peut retrouver un conflit programmant, ou même avant la naissance, ou un peu après la naissance, ou pendant la gestation. Tous les conflits qui sont vécus sont enregistrés, et s'ils reviennent une deuxième fois et qu'ils sont aussi dangereux, l'organisme va réagir. Il va réagir. Est-ce que tu mets les vies antérieures dans les conflits possibles programmés?
Alors Guillaume me demande, parce que j'ai écrit un livre sur les fleurs de Bach, et j'ai fait connaître la médecine de l'âme du docteur Bach grâce à un livre, et là-dedans, à l'époque, je recherchais pour voir si la vie antérieure existait. Et moi, je suis quelqu'un qui, dans un premier temps, ne croit pas, je suis sceptique, mais j'aime bien de vérifier, je suis curieux, je suis surtout curieux. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui, c'est un physicien, il s'appelle Patrick Douot, c'est lui qui a fait la préface de ce livre, c'est un physicien français. Un physicien qui fait des régressions de la vie antérieure. C'est quoi ça? Je l'ai rencontré dans un congrès, je dis, physicien, mais les vies antérieures, ça va pas ensemble. Je dis, tout à fait. J'y croyais pas. Un jour, il m'a invité avec un psychiatre belge dans son groupe je sais plus, c'était dans le Midi, je pense. Et là, en relaxation avec de la musique, il nous faisait revivre, soi-disant, une vie antérieure. Et j'ai revécu ma première vie antérieure. Là, je ne m'y attendais pas de ce que j'ai revécu, ça. J'aurais pu imaginer plein de choses, mais pas ça. Je me retrouve adolescent, et je crois que j'étais sale, d'abord, tiens. Parce que le mental, on n'est pas hypnotisé, on est encore conscient. Hein. Donc il me pose la question, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que je suis dans le charbon, je sais pas, on dirait que je suis tout sale, je suis noir. Et puis il me pose des questions, et puis je réalise que non, en fait non. Je suis noir, je ma peau qui est noire. Je ne vais pas te raconter cette histoire-là, parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses que je ne savais même pas, dans leur philosophie à eux, que ça existait. Mais je l'ai vécu là, une initiation en tant qu'adolescent, qui s'est mal terminée. Là, je suis mort, là, dans l'épreuve. Enfin, épreuve entre guillemets. Mais de ma faute, j'ai rien compris. Enfin, l'orgueil a fait que, d'adolescent, je voulais rentrer pour être reconnu par le clan comme un homme. Et, enfin bref. Mais c'était bizarre. Je venais revivre une vie en tant que jeune Africain, qui est mort dans cette expérience. Oui, mais en même temps, ça me parlait de certaines peurs que j'avais dans cette vie-ci. Je me dis, mais merde. Ma curiosité a augmenté, donc je n'ai pu arrêter. Je veux encore savoir encore une autre, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Et puis quand je suis rentré, ma femme, mes enfants, allez, on y va, on va chercher. Bon, bah, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas prouver que les vies antérieures existent. J'ai juste une vie, j'ai pu retrouver une bribe d'informations et un nom, et j'ai pu retrouver grâce à un historien en France que ce personnage a existé. Pas très connu, mais suffisamment pour qu'il y ait même une trace. Ça fait bizarre de découvrir ça. J'ai encore des frissons. Dingue. Ben oui, on ne dit pas grand-chose, mais moi j'en sais plus sur ce personnage, ce qu'il a fait après, mais c'est moi, c'était moi là, merde. Or, il y a des gens qui me diront, ouais, mais t'as dû lire ça quelque part, etc. Bon, il y a des gens qui disent ça. J'aurais pu dire ça à une époque à certaines personnes, mais j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui, même mon épouse, je ne sais pas le prouver, mais je sais que ce que j'ai imaginé, on peut y dire ça, je peux même accepter ça, que ce que j'ai imaginé, que j'aurais pas pu être ce scénariste-là, ben ça explique plein de choses, des relations avec mes enfants, avec d'autres personnes, des événements de ma vie. Tout d'un coup, tout ce puzzle avait du sens. J'ai été capable d'inventer ça. Donc je pourrais même dire, peut-être que ça n'existe pas, les vies antérieures, c'est possible, mais j'ai été capable d'inventer des vies avec une intelligence que je ne connais pas, et qui expliquait plein d'interactions qui sont plausibles, et qui expliquent plein de choses qui me sont arrivées, qu'on ne pouvait pas s'expliquer, ou que je ne pouvais pas m'expliquer. Donc voilà. Je ne vais pas trop aller là-dedans, parce que la spiritualité il y a certaines formes de philosophie orientale, il y a une partie du monde qui admet les vies antérieures. Dans notre partie occidentale et judéo-chrétienne, c'est très difficile d'admettre ça. Parce que notre religion et notre spiritualité, malheureusement, a été déformée. Et je n'ai pas critiqué ça, je le comprends. On connaît ça, l'histoire du téléphone, vous racontez quelque chose à quelqu'un, et puis dans le village, ici, au bout du village, chaque individu va ajouter une information parce qu'il veut le raconter à un autre, et on déforme, et pour finir, l'histoire au bout du village n'a plus rien à voir avec l'origine qui était votre réalité. Et il suffit de regarder dans les médias, et je regarde de temps en temps différents reportages
journaux télévisés de différentes chaînes, ben, curieusement, il y a parfois des contradictions dans les informations qui sont données. Alors que les journalistes étaient sur place. Ah ouais, mais bon. Donc imaginez, déjà en faisant attention, on a déjà des déformations alors dans l'histoire. C'est des histoires qui ont été racontées oralement pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau du judéo-chrétien aujourd'hui? Ben, comment on nous raconte les choses? Ben, c'est quoi la vérité de ces histoires-là? Comment elles ont été vécues à l'époque? Je sais que je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, pendant qu'on a fait enfin, nous nous sommes rencontrés en parlant chacun de nos vies. J'ai une façon de penser de la spiritualité. Ce que je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a juste une vie humaine et on a mis des échelles de valeur. Tout comme tout à l'heure, nous avons des émotions. Oui, d'accord, nous avons des émotions, c'est vrai, mais en fait, ce sont des sensations. Et à ces sensations et à nos comportements réactionnels, on a mis l'étiquette émotion. Tristesse, colère, joie, etc. C'est des réactions physiologiques de notre organisme, donc comportementales, et on a mis l'étiquette. Mais en fait, les émotions, ce ne sont que des sensations. Et celui qui m'a permis de comprendre cela, c'est Luc Nicon, un Français, un pédagogue français, qui a découvert une technique qui s'appelle TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Au début, ça a été considéré comme une technique. Aujourd'hui, on ne fait plus référence à cette technique que dans le milieu thérapeutique. Aujourd'hui, Luc a accepté de découvrir ça et de l'annoncer et de le dire dans les formations publiques. En fait, nous avons tous une ressource naturelle, une faculté naturelle qu'on n'utilise pas et qui est capable de nous libérer de tous nos problèmes émotionnels, de tous nos conflits, de tous nos DHS, même ceux de nos parents, même ceux de nos vies antérieures. En réalité, il n'y a pas à rechercher, comme je l'ai fait pendant longtemps, les conflits des patients, ni à les aider à découvrir par les questionnements à leurs parents qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu étais enceinte de moi. Mes grands-parents, est-ce qu'ils auraient vécu un conflit de perte de repères qui aurait créé ce cancer du rein que j'ai actuellement? Si la personne n'a pas l'information dans sa mémoire, si les parents ne savent plus que cet événement a existé, ça veut dire que cette personne ne peut plus guérir. Ah oui, à l'époque c'était comme ça. Si le patient ne m'amène pas les réponses aux questions que je lui ai demandées, posez des questions à vos parents, essayez de savoir ce qui s'est passé, essayez de vous rappeler ce qui s'est passé de tel âge à tel âge. Vous avez dû vivre cet événement-là, le fameux conflit programmant. Non, personne ne se souvient de quelque chose de ce genre-là, de ce conflit-là. Ben moi, je ne pouvais pas admettre ça. Je dis, ben alors, si on ne trouve pas, on ne le dit pas, malheureusement, parce qu'on fait du marketing pour essayer de vendre notre produit. Je le comprends en même temps, j'accuse personne en disant ça. Je comprends le marketing, c'est il faut exagérer pour vendre un produit. Sinon, si on n'exagère pas, l'individu ne sort pas de son état de confort. Oui, mais combien de personnes qui lisent des bouquins, qui ont des cancers, et qui connaissent le conflit qui a créé le cancer, combien de personnes arrivent à le trouver? Le mettre en évidence et en conscience? Pas beaucoup. Pas beaucoup. La plupart des personnes qui écouteraient ne trouvent pas ce conflit. Alors ça veut dire que si je ne trouve pas mon conflit, je ne sais pas ce que je dois solutionner, donc je ne sais pas guérir. Aujourd'hui, il n'y a pas à chercher. Tout est là. En fait, je ne vais même pas dire qu'il y a un instant présent, parce que l'instant présent, c'est encore figé quelque chose. Un instant présent, dès qu'on parle d'instant présent, il n'est déjà plus là. Donc, c'est quoi l'instant présent? Il faut encore s'entendre. Vivre l'instant présent, on en parle beaucoup. C'est quoi vivre l'instant présent? C'est simplement, je suis conscient mentalement de ce que je fais. Tiens, je suis conscient de faire ça, je suis conscient de faire ça. Il y a une philosophie actuellement qui se développe par rapport à tout ça. Être conscient de chaque chose que je fais. Je suis conscient de la taille de ma bouche, je suis conscient de ceci, cela. C'est pas de la conscience, ça. Hein. C'est mon mental qui me dit à moi-même ce que je sens, ce que je fais, ce que je suis attentif. C'est de nouveau le mental qui fait quelque chose là. C'est pas ça. L'instant présent, c'est un instant qui est ressenti.
Et l'instant d'après, si vous essayez de... Ah, ok, je suis occupé à ressentir mon siège sur le... Oui, je sens mon dos. Okay. On veut se convaincre de ce qu'on est occupé à ressentir. C'est-à-dire que on essaie de faire quelque chose pour être conscient de ce qu'on ressent. Donc on fait un effort, on est attentif. Ah, mais là, c'est toujours lui qui fait ça, là au-dessus. Or, moi, aujourd'hui, j'ai compris que tant qu'on essaie de prendre le contrôle et de trouver des solutions avec ce cerveau-là, eh bien, on n'utilise pas correctement notre cerveau. Ce cerveau-là, c'est un cerveau cortex, il est ectodermique. Ecto, ça veut dire en relation avec l'extérieur. Ce cerveau, il est prévu pour observer le phénomène à l'extérieur et les comprendre. Et améliorer les éléments extérieurs. Pour tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, notre monde intérieur, ce cerveau-là n'est pas prévu pour ça. Mais on l'utilise aussi. Je vais penser autre chose, j'ai pensé positif. Je me détends, parce que là je suis stressé. Tout ça, vous entendrez. On le voit même dans les films. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça détend. On va mieux. On est moins stressé. Ça dure pas. Ah, ça dure pas. L'événement qui vous a vraiment touché, il est toujours là quelque part. Là, on a juste réussi à, comme une actualité en remplace une autre, on a réussi à créer une nouvelle actualité, un nouvel objectif, un nouvel acte. Pendant un instant, il a dominé. Pendant un instant. Parce que l'autre, dès que vous serez un peu distrait, celui qui est prégnant, celui qui est important, il ressurgit. Hein. Il revient. Parce qu'on a été fortement touché. Alors que ce petit truc que je fais là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Ça aide. Vous n'avez rien d'autre. Utilisez ça. Changez-vous les idées. Faites du sport pour sortir un peu le stress qui est en vous. C'est important à faire. Si vous me demandez aujourd'hui si j'utilise tout ça, si j'utilise les fleurs de bac, toutes les techniques que j'ai apprises, que j'ai enseignées, honnêtement, je suis en fin de carrière, je suis pensionné, j'ai plus rien à cacher. J'ai plus à mentir, j'ai plus à faire du marketing, là, à faire croire aux choses. J'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Pas pour déranger, pas pour déranger. Pour dire, écoutez, il y a une réalité qui est là, et il est important de la réaliser, et de se rendre compte que prendre un médicament contre la migraine, c'est bien. La migraine, elle s'estompe. Si elle revient, vous prenez des médicaments. Si elle revient encore, il faut se poser la question, il y a autre chose là, à faire. Pourquoi j'ai une migraine? D'où ça vient? Aujourd'hui, on le sait. Grâce au docteur Hammer, on sait que tout cela est lié à des événements. Okay? Maintenant, il faut connaître l'événement. Et il faut le solutionner, en plus. Il faut savoir le solutionner, parce que parfois on ne sait pas. Donc, tout ça est complexe à mettre en œuvre. Beaucoup de personnes sont emballées, et puis ils se rendent compte, ah oui, mais regarde, comment veux-tu que je fasse le deuil de ça, moi? Je suis quand même révolté. Pourquoi on m'a licencié alors je vais bien travailler dans la société? Pourquoi j'ai un cancer du pancréas, ça, bordel? C'est pas normal. C'est les mauvais qui auraient dû être malades, pas moi. Moi, j'ai toujours été honnête. Et on me licencie parce que j'ai été trop honnête. Mais ça va pas, ça. Oh, mais j'en suis malade, je vais en crever maintenant. Il paraît que c'est rapide, ce cancer-là. Oui. Et vous avez intenté un procès? Ah oui, j'ai intenté un procès. Je gagnerai. Ça va durer combien de temps, votre procès? Ça va prendre des mois. Votre procès, vous gagnerez peut-être, mais vous serez peut-être mort. Hein. Ouais, mais je ne laisserai pas faire. Hein. J'espère qu'on continuera, que d'autres continueront. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'on sache. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas fonctionner comme ça, il faut se défendre. Il faut utiliser à l'extérieur ce qui est nécessaire, la justice. Mais là, ce que j'essaie de montrer, et j'espère que je vais y arriver, c'est que tant que moi, je reste victime de mon émotionnel, c'est comme quelqu'un qui a été violé et qui veut punir son agresseur, son violeur, et faire changer
le système juridique qui est assez laxiste avec les pédophiles surtout. J'ai été victime, mais la personne, elle continue à rester victime pour prouver qu'elle a bien été victime d'un violeur, pour pouvoir punir le violeur. Mais elle continue à être victime, elle continue à être perturbée. L'événement, il a existé, mais il n'existe plus. Il n'existe plus. Qu'est-ce que nous avons fait ? Je montre ici, je fais un état des lieux technique, rationnel. Je ne critique pas et je n'accuse personne. C'est un état des lieux comme dans une maison. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire ou le locataire avant ? Bordel pour que le toit soit comme ça ou le plafond. Non, un état des lieux, c'est technique. On n'ajoute pas autre chose. Donc je voudrais essayer de montrer en même temps par mon emballement rationnel, mais en même temps montrer qu'il y a un élément technique. J'ai filmé l'événement avec tout mon cerveau. On rappelle que tous mes sens m'ont laissé rentrer les informations. Tout ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a fait, c'est horrible. Tout ça, je l'ai mémorisé. L'individu n'est plus là. Mais dans les secondes qui suivent, j'ai appuyé sur play, puis la caméra. Et mon cerveau a recréé le film, le personnage, ce que j'ai vécu, etc. Mais je le vis comme si c'est réel, hein, comme si ça continue à exister, comme si je continue à être violé, là. Tout le monde, nous faisons ça. Nous sommes tellement touchés, imprégnés par l'événement, que nous continuons à le revivre. Nous avons des insomnies, et ceux qui ont vécu des drames pendant des années, ils revivent, des militaires ou d'autres, ou ceux qui ont été dans des attentats, pendant des années, ils vont revivre des cauchemars. L'événement, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient. L'événement n'existe plus. Il y a une partie de nous qui appuie sur un interrupteur, un bouton, et tac, ça se met en route tout seul. Et la personne est victime. Elle est victime de son propre téléviseur, son propre magnétoscope. Elle ne sait pas l'arrêter. Et on donne de la médication, on fait de la relaxation et plein d'autres techniques naturelles, moins toxiques. Oui. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas ? Pourquoi ça revient ? Il faut faire le deuil, il faut dépasser ça, il faut lâcher prise. Ah, combien de fois j'ai entendu ça ? J'ai fait ça, moi. Un frère qui a été assassiné, j'ai été impliqué là-dedans pour retrouver l'assassin et j'étais en justice pour défendre ce qui s'était passé. J'ai vécu des drames, j'ai dû l'annoncer à mes parents. C'était, je s'y attendais pas, c'était pas prévu. Vous croyez que ça n'a pas trotté là-dedans ? Si.